Bonjour à tous, donc on va continuer le cours sur les torseurs. Donc pour bien comprendre ce cours, il faut avoir en tête déjà la première partie sur les torseurs, mais aussi donc le cours plus sur les torseurs de liaison à proprement parler. Et donc dans cette partie, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on trouve des lois entrée-sortie cinématiques. Alors déjà une première question, c'est qu'est-ce qu'une loi entrée-sortie cinématique? Pour l'instant, ce qu'on a vu, c'est ce qu'on appelle des lois entrée-sortie géométriques. Donc c'est-à-dire, si on reprend ce qu'on a fait dans la séquence 4, par exemple sur cet exercice sur le micromoteur thermique, l'idée c'était donc de mettre en place une modélisation avec des liaisons, un paramétrage, et après on cherchait une relation scalaire entre différents paramètres, typiquement dans le cadre de cet exercice, entre θ1 et lambda. Donc comment est-ce qu'on faisait ça? On faisait une fermeture géométrique linéaire en l'occurrence, et après en travaillant à partir des différentes équations scalaires obtenues en projetant cette fermeture géométrique linéaire, on trouvait la relation entre θ1 et lambda. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle une fermeture géométrique. Maintenant, une fermeture cinématique, ça veut dire qu'on ne cherche pas simplement une relation entre θ1 et lambda, mais une relation entre θ1 point et lambda point. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a deux approches. La première approche, c'est de faire dans un premier temps une fermeture géométrique, pour trouver la loi entrée-sortie géométrique, puis de dériver la relation obtenue. Alors ça c'est une méthode qui marche plutôt bien, mais qui a à la limite une petite difficulté technique. C'est-à-dire là on peut trouver une relation typiquement du genre θ1 est égal à f de lambda par exemple. Mais en fait c'est pas θ1, c'est θ1 de t, et c'est lambda de t. Du coup, à partir de là, on va pouvoir calculer la dérivée, donc d sur dt de cette relation. Qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous faire du θ1 point de t est égal à, et là on a donc la dérivée d'une fonction composée. Donc ça va nous faire du lambda point de t fois f' de lambda de t. Et la difficulté, c'est que notamment donc le calcul de... J'ai une prime qui est partie. Le calcul de f' peut être potentiellement assez compliqué dès qu'on a, vous avez vu, ce qu'on peut avoir comme résultat, des arcsinus avec des cos et des sines un peu dans tous les sens, etc. Bon, ça peut être un petit peu compliqué de trouver la dérivée de cette fonction. C'est pas infaisable, vous avez fait des choses pires que ça, je pense, mais c'est un peu longué. Donc il existe aussi une autre méthode, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, qui est basée sur ce qu'on appelle une fermeture cinématique. Alors, première chose à retenir, c'est que les fermetures cinématiques, tout comme les fermetures géométriques, en général, on va les faire sur des systèmes qui sont représentés par des chaînes fermées ou complexes. Donc, en l'occurrence, dans un premier temps, déjà des chaînes fermées. Je vous rappelle, ça veut dire que si on fait le graphe de liaison, on va obtenir une boucle. Ensuite, quelle est l'idée? L'idée, c'est d'essayer d'écrire une simple composition des torseurs cinématiques, mais qui va être égale au torseur cinématique nul. Alors comment est-ce qu'on fait ça? L'idée, c'est de dire que le torseur nul va être égal donc au torseur cinématique d'une pièce par rapport à elle-même. En l'occurrence, ça veut dire quoi? C'est le torseur cinématique du solide 1 par rapport au solide 1. Oui, mais le solide 1, il ne bouge pas par rapport au solide 1, donc naturellement, son torseur cinématique va être nul. Et une fois qu'on a fait ça, on va ensuite pouvoir se promener sur notre graphe de liaison. Donc on va par exemple tourner dans ce sens-là. Et on va dire que le mouvement de 1 par rapport à lui-même, c'est le mouvement de 1 par rapport à 0, plus donc 1 par rapport à 0, plus le mouvement de 0 par rapport à 3, plus le mouvement de 3 par rapport à 2, plus le mouvement de 2 par rapport à 1. Ce qui, d'un point de vue torseur cinématique, se traduit par que torseur cinématique de 1 par rapport à 1, c'est le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, plus le torseur cinématique de 0 par rapport à 3, plus le torseur cinématique de 3 par rapport à 2, plus le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Une fois qu'on a fait ça, maintenant il ne reste plus qu'à sommer ces torseurs. Donc là, tant que j'écris avec un formalisme torsoriel, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand je vais passer avec un formalisme plutôt vectoriel, est-ce que je peux faire n'importe quoi?
Alors, je vous rappelle, hein, qu'est-ce que j'entends par formalisme vectoriel? Ça veut dire que là, typiquement, je vais avoir du oméga de 1 par rapport à 0, et la vitesse en un point, par exemple A, appartenant à 1 par rapport à 0. Et je reprécise le point ici. Puis donc le torseur cinématique de 0 par rapport à 3, donc ça va être le vecteur taux de rotation de 0 par rapport à 3, et la vitesse en un point appartenant à 0 par rapport à 3. Le truc, je vous rappelle, hein, du cours de la dernière fois, pour sommer des torseurs, il faut absolument que j'exprime tous mes torseurs au même point. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. La fermeture cinématique, ce n'est qu'une composition des torseurs cinématiques. Et comme on l'a vu sur le cours, quand on a parlé de la composition des torseurs cinématiques, il faut nécessairement que les torseurs soient écrits au même point. Donc ça, c'est extrêmement important. Une fois qu'on a écrit donc nos torseurs au même point, on va utiliser en général que l'une des relations, donc soit la relation sur les vecteurs taux de rotation, soit la relation sur les vecteurs vitesse, et assez souvent, on va même utiliser qu'une seule composante de ces relations vectorielles pour retrouver la relation scalaire qui nous intéresse. Donc là, voilà, on a fini le cours, c'était un peu formel, donc je vous propose de faire ça sur un exercice pour fixer les idées. Donc c'est un exercice, hop, j'ai pas tout effacé, c'est un exercice que vous n'avez pas dans votre poly, que j'ai rajouté pour parler justement des fermetures cinématiques, et qui traite donc d'une pompe hydraulique. Donc une pompe, je vous rappelle, c'est un actionneur qui permet de convertir de l'énergie mécanique de rotation, en l'occurrence, ici, en énergie hydraulique. Donc là, c'est une pompe dite à excentrique. Alors comment ça marche une pompe à excentrique? Alors je vais vous montrer une vidéo d'un système qui est assez proche de celui qu'on a ici. C'est pas exactement le même, mais c'est quand même assez proche. Donc, on va essayer de faire le lien entre les deux. Donc, on a l'excentrique, là, la pièce excentrique, qui correspond à l'axe rouge sur la vidéo. Donc, c'est une pièce qui est en rotation par rapport au bâti. Donc, le bâti, c'est le corps 0. Et donc, accroché à cet axe de rotation, encastré à cet axe de rotation, devrais-je dire, on a un disque. Donc là, le disque où il y a marqué 2,5 dans la vidéo, qui est encastré, mais qui est encastré avec, si vous regardez, l'axe de rotation de la pièce, donc l'axe de rotation de la pièce rouge, là, ne passe pas par le centre du disque. Il est décalé. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'axe avec un excentrique. Mais au final, hein, toute cette pièce est un simple mouvement de rotation par rapport à la pièce bleue. Donc, toujours, je parle dans la vidéo. Ok. Et le but du jeu, ça va être de relier la vitesse de rotation de cette pièce à la vitesse de translation de la pièce jaune. Alors maintenant, juste la petite différence qu'on a entre le mécanisme qu'on étudie dans le TD et cette vidéo. Donc là, si vous regardez le contact entre l'excentrique et le piston, il est au niveau d'un contact cylindre-cylindre. Alors que dans la modélisation qui a été choisie dans l'exercice et qui correspond plus au fonctionnement de la pompe qui est dessinée ici, en fait, on va avoir un contact de type ponctuel, mais surtout, donc c'est pas un cylindre et un cylindre, mais ça sera un cylindre et un plan. Tout se passe comme si dans la pièce donc là, qui translate, à la place du petit cylindre bleu, j'avais un plan horizontal. Globalement, ça ne changerait pas grand-chose à la façon dont ça bouge. Mais il y a des petites nuances, mais dans l'idée, ça bouge à peu près comme ceci. Donc voilà, donc je vous laisse le schéma cinématique à côté, 15 secondes, hein, histoire de faire les liens. Donc dans le schéma cinématique, hein, petite remarque, on a deux vues 2D de notre problème. Donc on a la vue de gauche qui correspond à la vue si on se met en face de l'axe de rotation, et la vue qui est à droite qui correspond à la vue si on se met sur le côté. Donc si on se met... si on se met sur le côté un petit peu à droite, là par exemple, au niveau de la vidéo. Ok, alors, donc quel est le but de l'exercice? Le but de l'exercice est de trouver la relation entre donc, la vitesse de translation de la pièce 2 et la vitesse de rotation de la pièce... la vitesse de translation de la pièce 2 par rapport au bâti, la pièce 0, et la vitesse de rotation de la pièce 1 par rapport à la pièce 0.
Donc pour ce faire, on nous donne tout un paramétrage, on a le schéma cinématique, ok, c'est super. Donc c'est parti, on va attaquer l'exercice. Alors, première question, établir le graphe des liaisons du mécanisme, s'agit-il d'une chaîne fermée ou d'une chaîne ouverte? Ok, alors, première étape pour faire un graphe de liaison, c'est repérer les différentes classes d'équivalence. Alors, petite remarque, là on nous en a déjà présenté 3, a priori, on devrait les retrouver ici. Donc nous avons le bâti 0 qui apparaît là, là et là. Ok, ensuite on a la pièce 1 qui apparaît ici et là. Et enfin, on a la pièce 2 qui apparaît ici et là. Voilà, donc on va avoir 3 classes d'équivalence. Ok. Donc du coup, déjà, je peux commencer par faire mes 3 cercles. Je vais avoir un cercle qui va correspondre à 0. Au passage, je sais que c'est le bâti, donc je le marque. Une pièce 1 et une pièce 2. Une classe d'équivalence 1, une classe d'équivalence 2. Alors maintenant, le bâti, il est en contact avec quelle pièce? Bon, bah là, on voit à ce niveau-là que le bâti, il est en contact avec la pièce 1. Alors ça, c'est l'ancien symbole de la pivot, mais ça se comprend encore à peu près. On voit bien les deux arrêts axiaux, ici et là. Donc c'est pas le symbole que je vous ai appris. Donc entre 0 et 1, on va avoir du coup une liaison. Oups, excusez-moi. On va avoir une liaison pivot. Et une pivot, c'est caractérisé par son axe. Et donc là, quel est l'axe de la pivot? Si je le dessine, juste, c'est cet axe-là, dans cette vue-là. Et c'est l'axe que je représente juste par le point ici, dans la vue de face. Donc cet axe, il passe par A et O, et il est suivant Z0. Donc du coup, je peux dire que c'est l'axe, par exemple, AZ0 ou OZ0, les deux marchent. Ok, est-ce que la pièce 0 est en contact avec un autre solide? Bah oui, la pièce 0 en haut est en contact avec le solide 2, via donc cette liaison qu'on reconnaît, c'est une glissière. Ok, donc entre 0, oups. Donc entre 0 et 2, j'ai une liaison glissière. Une glissière, c'est défini par sa direction, et là, la direction, on voit que c'est x0. Ok. Et enfin, donc, 1 et 2 sont en contact. Donc, 1 et 2 sont en contact au niveau là, du point C, ici. Alors là, c'est pas une représentation très normalisée, mais on va essayer de comprendre un petit peu le dessin. Donc, dans cette vue-là, dans la vue qui est à gauche, là, on voit un disque. Et effectivement, on voit un contact entre ce qui semble être un plan. Alors, pour l'instant, je ne sais pas trop si c'est une ligne ou un plan au niveau de la pièce 2. Mais vu que c'est une ligne dans cette vue-là et que c'est aussi une ligne dans cette vue-là, ça veut dire a priori que c'est un plan. Donc un disque est un plan, ok, mais si on s'intéresse à la vue de droite, là on a une espèce d'arrondi. Donc c'est pour nous montrer que ça va juste toucher au niveau d'un point, donc au niveau du point C. Là, si vous voulez essayer de tracer ça en 3D, alors ça, je ne vais pas faire moi en 3D, c'est un peu comme... Ouais, non, je ne sais pas faire du tout en 3D. Imaginez un pneu de vélo. Voilà, c'est comme si on avait un pneu de vélo. Donc, c'est un disque arrondi au bord. Donc, tout ça pour dire qu'on va avoir un contact qui va être ponctuel, et par conséquent, en termes de modélisation de liaison, ça va nous faire une sphère plan. Alors, une sphère plan, c'est caractérisé par sa normale, normale au sens point de contact et vecteur normal au plan tangent. Donc là, on touche au niveau du point C. Ok. Et la normale au contact, c'est la normale au plan de contact, donc c'est x0. Donc là, c'est bon, on a fait notre graphe de liaison. Ça, c'était la question 1. Question 2, tracer là où les figures de changement de base.
Ok. Alors, première question, combien est-ce qu'on a de paramètres angulaires dans ce problème? Voilà, on nous parle dans le sujet juste d'un paramètre angulaire, alpha, qui est égal à x0, x1, ou y0, y1. C'est assez logique, hein, puisque on a 3 solides, donc a priori on aurait pu s'attendre à avoir 3 bases, mais vu que le solide 2 est en translation par rapport au solide 0, on n'a pas créé une base pour le solide 2, hein, vu que la base ne tourne pas par rapport au solide 0, la base du solide 2. Donc on a une base associée au solide 0 et 2, on va dire, et une base associée au solide 1. Voilà, on nous définit ici le vecteur x1. Ok. Donc, vu qu'on n'a qu'une base, qu'un paramètre angulaire, je vais faire juste une figure de changement de base. Donc, comme d'habitude, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire un vecteur. Je me suis planté, il est trop long celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Un vecteur vers la droite, un vecteur vers le haut, un vecteur qui sort du tableau. Puis, une autre base très légèrement tournée avec un angle qui est petit et positif. Donc là, l'angle, il s'appelle alpha. Alors, bon, là, le schéma cinématique est quand même pas très détaillé, donc on va plutôt se fier à ce que j'ai surligné. Donc on nous dit que l'angle alpha, c'est l'angle qui va de x0 à x1, mais aussi de y0 à y1. Donc quel est le vecteur qui ne bouge pas? C'est z. Donc on va avoir du z0 égale z1. Donc si j'ai z qui sort de la feuille, avec votre main droite, vous devriez trouver x à droite et y en haut. Ensuite, on voit que alpha il va de la base 0 vers la base 1 dans sa définition. Donc on va avoir du x0, x1, y0, y1. Je vais un peu plus vite, hein, parce que des figures de changement de base, on en a fait des paquets. Petite remarque en passant. Bon, là j'étais sympa, je vous ai demandé de la tracer, la figure de changement de base. Mais même si je n'avais pas posé la question 2, il fallait nécessairement la tracer. Et tout comme d'habitude, hein, pas trop regarder le schéma cinématique, parce que là, si je trace x1, donc x1 c'est comme ça, mon angle alpha, il est entre x0 et x1, et vous pouvez noter que là, dans la représentation du schéma, l'angle alpha, il est petit, certes, mais il est surtout négatif. Donc ça veut dire que si vous raisonnez directement avec le schéma cinématique, je suis à peu près sûr que vous allez vous planter sur vos projections et vos produits vectoriels. Donc ça, c'était pour la question 2. Donc on a fait Q1, Q2. Ok, question 3. Écrire la fermeture cinématique sous forme torsorielle. Ok, donc c'est là qu'on rentre dans la partie plutôt court d'aujourd'hui. Donc on va écrire que le torseur nul, c'est le torseur cinématique d'une pièce par rapport à elle-même. Par exemple, de 0 par rapport à 0. Ok. Et après, on va juste se promener donc dans notre, par exemple dans ce sens-là. On va se promener dans notre graphe de liaison pour exprimer les différents torseurs cinématiques. Donc on va dire du coup que le torseur cinématique de 0 par rapport à 1, par composition, c'est le torseur cinématique de 0 par rapport à 1, plus le torseur cinématique de 1 par rapport à 2, plus le torseur cinématique de 2 par rapport à 0. Je manque un petit peu de... Bon, c'est moche. J'écris à la ligne. Plus le torseur cinématique de 2 par rapport à 0. Ok, donc ça c'est écrit sous forme torsorielle. Ensuite, on va devoir l'écrire donc sous forme vectorielle. Ça sera la question 5. Quasiment. Dans un premier temps, là, ce qu'on nous conseille de faire, on nous dit, on va écrire déjà les différents torseurs cinématiques associés donc à mes liaisons, que représente le torseur cinématique de 0 par rapport à 1, de 1 par rapport à 2 et de 2 par rapport à 0. Alors, c'est parti, on va les faire dans l'ordre. Donc là, maintenant, on passe à la question 4. Donc, écrire les différents torseurs cinématiques de liaison en colonne, en des points habilement choisis. Ah, donc là, il va y avoir un petit peu de réflexion. On va commencer par le torseur cinématique de 0 par rapport à 1. Donc, pour rappel, je vais avoir du coup le vecteur taux de rotation de 0 par rapport à 1, et je vais avoir le vecteur vitesse
en un point, pour l'instant, je veux dire que c'est le point M, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, appartenant à 0 par rapport à 1. Ça, c'était juste pour rappel de ce qu'est le torseur cinématique de 0 par rapport à 1. Ok, donc là maintenant, ce torseur cinématique, je ne l'écrirai pas forcément pour les autres, hein, je vais l'écrire en colonne. Donc si j'écris en colonne, le vecteur que j'ai à gauche, c'est le vecteur taux de rotation, le vecteur que j'ai à droite, c'est le vecteur vitesse, en un point considéré dans une base considérée. Alors, on va commencer par le vecteur taux de rotation. Je vous rappelle que le vecteur taux de rotation, il ne dépend pas du point. Donc là, entre 0 et 1, qu'est-ce que j'ai? J'ai une pivot d'axe AZ0. Ok, donc qu'est-ce que ça supprime comme degré de liberté, une pivot d'axe AZ0? En rotation, ça va supprimer les rotations autour de x0 et y0. Donc je vais avoir du 0, 0. Mais par contre, j'ai toujours une composante, a priori, suivant z. Donc PQ, R. Et là, je vais noter 0, 1. Alors ça, c'est une norme de notation qui est assez utilisée. Quand on s'intéresse au mouvement de 0 par rapport à 1, on va mettre en indice des différentes composantes 0, 1. Ce qui va nous permettre après de ne pas nous mélanger, vu que tout va s'appeler PQR, UVW. Et après, si je me place sur l'axe de rotation, je vais avoir donc un vecteur vitesse qui va être nul. Donc d'un point appartenant à l'axe de rotation, appartenant à 0 par rapport à 1. Alors, maintenant, je raisonne du coup en quel point? Donc là, pour l'instant, j'ai le choix. J'ai le choix puisque je peux raisonner sur n'importe quel point de l'axe de rotation. Et si on regarde, mon axe de rotation, il est comme ceci. Donc j'ai deux points potentiels, j'ai le point A et j'ai le point O. Alors, qu'est-ce qui semble le plus malin? Si on regarde un peu le paramétrage qu'on nous donne ici, et qu'on regarde la figure, on se rend compte que les points O, B, C, D et même E, ils sont tous inclus dans le même plan. Ils sont tous inclus dans un plan O, X0, Y0. Par contre, le point A, il est un peu à part. Et d'ailleurs, on voit bien, c'est en termes de paramétrage, qu'on va nous donner du OB, on nous donne du OD, et qu'on nous donne du AO. Donc ça veut dire a priori que ça peut être assez intelligent de raisonner à partir du point O. Pourquoi? Parce que si on a besoin, par exemple, après de calculer des vecteurs AB, AD, AC, des choses comme ça, on aura une composante en moins, on n'aura pas la composante HZ0, et du coup ça nous fera des termes en moins dans nos produits vectoriels. Encore une fois, il n'y a pas de mauvaise... Enfin, même si vous avez écrit le point O, c'est juste, ça marche, c'est pas un souci. Là, c'est pour limiter le calcul par la suite. Donc, du coup, tout ça pour dire que je vais raisonner au niveau du point O. Ok. Et maintenant, pareil, j'ai le choix de la base. Pourquoi j'ai le choix de la base? Parce que je sais que j'ai une rotation autour de Z0 ou de Z1, puisque là, je vois bien que Z0 et Z1, c'est la même chose. Donc, par conséquent, je ne vais pas avoir de rotation possible autour de X0, autour de X0 et Y0, c'est vrai, mais je n'ai pas de rotation possible non plus autour de X1, Y1. Donc là, en fait, je pourrais raisonner au choix dans la base 0 ou dans la base 1. Donc pour l'instant, a priori, je ne sais pas trop, donc dans le doute, je ne l'écris pas encore. Alors quand je mets ce petit symbole, c'est pour me rappeler qu'il faut, avant de rendre la copie, pour faire simple, avant d'aller plus loin, que j'écrive quelque chose. Mais à l'instant T, j'ai pas encore d'argument frappant pour choisir la base. Ok, donc du coup, pour l'instant, je le laisse comme ça. Ensuite, on va faire le torseur cinématique d'après, c'est-à-dire le torseur cinématique, si je reprends, de 1 par rapport à 2. Donc le torseur cinématique de 1 par rapport à 2, si je l'écris en colonne, c'est un torseur cinématique de sphère-plan de normale CX0. Ok, alors qu'est-ce que ça supprime comme degré de liberté, une sphère-plan de normale CX0? Ça va supprimer la translation dans la direction X0. Ça, c'est si je raisonne sur un point, vous connaissez bien votre tableau maintenant, appartenant à la normale. Donc, vu que j'ai pas de translation dans la direction X0, je vais avoir un 0 ici. Par contre, j'ai toutes les rotations possibles, donc je vais avoir a priori du P12,
Q12, R12, et je vais avoir aussi donc du V12 et du W12. Alors, ça c'est si je raisonne donc en quel point? En un point qui appartient à la normale. Donc ma normale, si je la dessine, elle passe par le point C et est perpendiculaire au plan. Donc, hop, c'est à peu près. Je vais juste la déplacer. Ok, donc là, ma normale, je l'ai tracée ici. Je vais la tracer sur l'autre vue hein, pour bien insister. Ok, donc là, c'est la normale. Quels sont les points qui appartiennent à la normale? Alors, sur la figure de droite, on a l'impression que les points E, C, D, B et O appartiennent à la normale, hein, mais si on s'intéresse à la figure de gauche, on se rend compte qu'en fait, il n'y a que les points C et B qui appartiennent à cette normale. Donc, a priori, pour l'instant, j'ai le choix entre le point B et le point C. Alors, est-ce qu'il y a un point qui semble plus malin que l'autre? Ben, pour l'instant, je ne suis pas trop sûr, donc dans le doute, au crayon à papier, on va dire, je me marque B et C. Oui, B et C, puisque je sais que les deux sont possibles. Alors par contre, cette forme de torseur, elle est vraie dans quelle base? Ben là, j'ai pas trop le choix, puisque puisque ma sphère plan, elle est de normale C x0, et que x0, c'est pas la même chose que x1, nécessairement, je vais devoir travailler dans la base B0 pour avoir là le 0 ici. Donc le point B ou C, pour l'instant, je sais pas trop. Par contre, ce qui est sûr, c'est que nécessairement, ça va être dans la base B0. Enfin, dernier torseur, c'est le torseur donc de 2 par rapport à 0. Ok. Donc là, c'est le torseur associé à une glissière de direction x0. Donc, quels sont les degrés de liberté supprimés? Ben, j'ai aucune rotation. Et je vais pouvoir translater que dans la direction x0. Donc du coup, je vais avoir du U12, 0, 0. Et là, pareil, hein, vu que c'est la translation dans la direction x0, j'ai pas le choix. Je dois être dans la base B0. Et le torseur cinématique d'une glissière, cette expression, je peux la définir en quel point? En n'importe quel point de l'espace. Donc là, j'ai le choix. J'ai vraiment le choix. Ok. Alors, maintenant qu'on a écrit ces trois torseurs, on va finir de bien remplir les points et les bases. On va commencer par les bases, c'est le plus facile. Ben là, j'ai un torseur dans B0, là, j'ai un torseur dans B0. Pour le torseur du haut, j'ai le choix. En sachant que si je raisonne avec des vecteurs écrits en colonne, pour pouvoir les sommer, il faut que je les exprime dans la même base. Donc assez naturellement, je vais prendre comme base ici B0. Ok, ensuite on va raisonner en termes de points. Donc pour la pivot, on a justifié que c'était a priori plus malin de l'écrire en haut qu'en A. Ok. Pour la glissière, on s'en fiche, donc ça ne va pas être discriminant. Donc maintenant, on va réfléchir à notre sphère plan. Alors notre sphère plan, on peut l'exprimer en C ou en B. Et là, si on regarde le paramétrage, qu'est-ce qu'on me donne? Donc on me donne le vecteur CD ou D, ok, super. Le vecteur OB et le vecteur BC. Ok, alors ce qui est sûr, c'est que vu que j'aurai un torseur exprimé en O et un torseur exprimé en B ou en C, à un moment, je devrais déplacer l'un des torseurs et du coup, je devrais faire apparaître au choix le vecteur OB ou le vecteur OC. Et si on regarde, ben, OB c'est simplement EX1, alors que OC c'est quoi? Ben, ça va être EX1 plus, donc ça c'est OB, plus BC, donc plus RX0. Moi qui suis feignant en termes de calcul, ben, je me dis que quitte à faire des produits vectoriels, autant les minimiser, autant avoir un minimum de termes. Donc c'est peut-être plus malin de raisonner au point B qui est plus proche en gros du point O qu'au point C. Donc tout ça pour dire que pour le torseur ici, je vais raisonner au niveau du point B. Ok. Enfin, pour donc le torseur de la glissière, ben là, maintenant j'ai le choix. Soit je l'écris en O, soit je l'écris en B. Bon, petite remarque, vu que c'est un torseur couple, de toute façon, son expression en O et en B va être la même. Donc je ne prends pas un gros risque à choisir l'un ou l'autre. Mais on peut commencer à réfléchir à la suite.
La suite, c'est exprimer les torseurs au même point et en déduire la relation donc entre x point et alpha point. Alors x point, on écrira peut-être les liens tout à l'heure, mais x point c'est... oula, pourquoi j'ai marqué un 2 ici d'ailleurs? Excusez-moi, coquille. 2, 0. Alors, on le justifiera tout à l'heure, mais x point, c'est la translaise, ça va correspondre en gros à cette composante-là. Et alpha point, ça va être en fait moins cette composante-là. Alors celui-là, le alpha point, c'est facile à écrire, puisque si j'écris le vecteur taux de rotation ici, associé à cette figure, je vais trouver que oméga de 1 par rapport à 0, c'est du alpha point z0. Oui, mais nous, là, on a oméga de 0 par rapport à 1. Donc oméga de 0 par rapport à 1. Je vous rappelle que le vecteur taux de rotation est antisymétrique, ça va me faire du moins alpha point z0. Ok, donc là, je viens de justifier que R01, en fait, c'est moins alpha point. Alors pour U20, une façon de le voir, hein, c'est simplement de faire de la dérivation vectorielle. U20, ça correspond à quoi bon, je le démonte maintenant, à la limite. Si on s'intéresse... Alors là, on me donne le vecteur OD. On me dit que OD, c'est X. Donc si je calcule la vitesse du point D appartenant à 2 par rapport à 0, c'est égal... Donc là, je passe par la dérivation vectorielle, hein, vu que c'est un mouvement de translation. Donc je dérive par rapport au repère R0, vu que je cherche une vitesse par rapport au repère R0. Je cherche la vitesse du point D, donc forcément, je vais dériver un vecteur qui va se finir par D. Et après, il me faut un point qui est fixe dans le repère R0. Le point O, qui est l'origine du repère, c'est un bon candidat quand même. Donc du coup, on va dériver OD par rapport à R0. Et OD, donc c'est X porté par X0, et du coup, au final, ça va bien me faire du X point porté par X0. Et après, vu qu'on a un torseur de type couple, bah, la vitesse en D appartenant à 2 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse en n'importe quel autre point appartenant à 2 par rapport à 0. Donc là, tout ça pour dire hein, que R01, c'est du moins alpha point, et que mon U20, c'était du X point. Ok, c'était juste au passage. Mais à la limite, on va pour l'instant raisonner avec les R01 et les U20. Donc ça, c'est entre parenthèses pour le moment. Alors, en quel point on va travailler? Donc pour réfléchir à ça, on peut noter que le R01 qui nous intéresse ici, il apparaît dans le vecteur de gauche, donc dans le vecteur taux de rotation, et que le U20, il apparaît ici dans le vecteur vitesse. Ok. Donc si on veut faire apparaître dans une seule et même expression scalaire, donc en gros, soit un vecteur taux de rotation scalaire, un vecteur, soit un vecteur vitesse, soit une relation sur les vecteurs taux de rotation scalaire, un vecteur de base quelconque, soit une relation sur les vecteurs vitesse scalaire, un vecteur de base quelconque, ben on va pas réussir à faire apparaître a priori U20 et R01 au même point. Ok, je reprends toute cette partie, oubliez les 20 dernières secondes, et je recommence. Donc le vecteur là qui est à gauche, c'est mon vecteur taux de rotation. À chaque fois, hein, dans les différents mouvements. Le vecteur qui est à droite, c'est mes différents vecteurs vitesse, donc à des points différents pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que si j'écris une relation sur les vecteurs taux de rotation, j'aurai bien du R01, mais j'aurai jamais de U20, puisque le vecteur taux de rotation, il ne dépend pas du point. Donc quel que soit le point où je vais écrire mes différents torseurs, au final, ma relation, elle me donnera quoi? Elle me dira que R01 plus R12 est égal à 0. Ok, super. Mais je m'en fiche. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir plutôt travailler sur les vecteurs vitesse. Et même, je peux vous dire, sur la projection en x0 des vecteurs vitesse. Comme ça, je vais faire apparaître mon U20. Oui, mais le truc, c'est que pour l'instant, là, si je travaille en haut, mon vecteur vitesse dans le mouvement donc du point O appartenant à 0 par rapport à 1, c'est le vecteur nul. Donc ça, c'est pas très intéressant, puisque ça va pas me faire apparaître R01. Donc a priori, c'est pas en haut qu'il va falloir travailler pour trouver la relation, mais c'est plutôt en B. Parce que si je raisonne en B, je vais avoir plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que toutes ces inconnues là que je ne connais pas, je m'en fiche. Elles vont pas apparaître, parce que vu que je vais m'intéresser qu'à la projection en X du vecteur vitesse, je vais utiliser en fait ce 0 là. Je vais avoir ce 0 là qui va apparaître.
Par contre, si je calcule tous mes torseurs en B, avec un peu de chance, vu que mon vecteur vitesse en B, je vais le calculer avec varignon pour ce torseur-là, pour le torseur de 0 par rapport à 1, a priori, je vais avoir du coup du produit vectoriel avec mon oméga de 0 par rapport à 1. Donc, a priori, dans mon vecteur vitesse en B, ça me fera apparaître du alpha point. Alors là, j'essaye de vous introduire petit à petit le raisonnement pour trouver en quel point il faudrait écrire les torseurs. Dans un premier temps, ce sera plus guidé que ça. Là, c'est juste, je profite au passage, pour pas juste faire un exercice de calcul, de vous faire sentir le raisonnement. L'idée, c'est que si je surligne, donc en jaune, j'ai surligné les informations qui m'intéressent, et en vert, je surligne les informations qui ne m'intéressent pas, ça, je ne veux pas spécialement le faire apparaître dans ma relation. Le but du jeu, c'est d'utiliser au final ce qu'on appelle, d'utiliser ce degré de liberté-là. Si j'arrive à utiliser ce 0 là, si j'arrive à avoir une projection qui utilise ce 0 et qui me permet de faire apparaître au passage donc U20 et R01, j'ai gagné. Alors cette projection, c'est quoi ? Ça serait la projection suivant x0 des vecteurs vitesse si je les exprime au point B. Alors le truc, c'est que si j'exprime du coup mon torseur appartenant à 2 par rapport à 0 au point B, pas de souci, j'ai bien du U20, donc ça c'est intéressant. Et si je calcule mon torseur de 0 par rapport à 1 au point B, j'ai quand même de bonnes chances de faire apparaître du R01 dans ma formule de Varignon. Donc on va essayer de vérifier ça. Mais du coup, tout ça pour dire qu'a priori, on va plutôt travailler au niveau du point B. Donc là, j'ai fait une bonne partie du raisonnement pour la question 5. Donc, on va exprimer les torseurs au point B. Alors, petite remarque, là, ça fait un quart d'heure que je papote pour ne pas faire 3 lignes de calcul. C'est juste pour vous inciter à avoir un peu ce genre de raisonnement. Si jamais vous aviez marqué, à la place de mon O ici, si vous aviez marqué A, si ici vous aviez marqué C, et si ici vous aviez marqué D, par exemple, à la fin, vous auriez trouvé le même résultat. C'est juste que là, moi, ça va me permettre de minimiser les calculs. Et que vous me connaissez, je suis un peu feignant en calcul. Donc, on va devoir calculer le torseur cinématique de 0 par rapport à 1 au point B. Donc, je vous rappelle, pour le vecteur en résultante, pour le vecteur résultante, donc oméga de 0 par rapport à 1, ça ne va rien changer. Donc, il me suffit juste de calculer en fait la vitesse en B dans le mouvement de 0 par rapport à 1. Pour ça, j'utilise la formule de Varignon en passant par un point dont je connais la vitesse. Et là, le mouvement de 0 par rapport à 1, je connais sa vitesse au point O. Je sais qu'elle est nulle. Donc je vais dire que c'est la vitesse en O appartenant à 0 par rapport à 1, plus BO vectoriel oméga de 0 par rapport à 1. Donc ça va me faire vecteur nul. BO, si on reprend le paramétrage, ça va être du moins E x1. Vectoriel oméga de 0 par rapport à 1, c'est-à-dire du R01 porté par Z0 ou Z1. Je vous rappelle que Z0 et Z1, c'est la même chose. Donc là, je vais noter Z1. Du coup, tout ça pour dire que la vitesse en B appartenant à 0 par rapport à 1, c'est égal à donc moins E R01, a priori. Et ensuite, j'ai du x vectoriel z. Donc x vectoriel z, ça fait moins y. Avec le moins qui est devant, ça va me faire plus y1. Ok, alors le truc, c'est que là, vu que j'ai raisonné plutôt en colonne, et que j'ai dit que je travaillais dans la base B0, je vais projeter ce résultat dans la base B0. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on projette, mais là, en l'occurrence, ça a du sens, vu qu'on raisonne avec des vecteurs colonnes. Alors, y1, si je le projette dans la base B0. Donc, sur x0, si je projette, j'obtiens cette longueur-là qui est petite et négative. Donc, ça va me faire du moins sinus alpha x0. Moins sinus alpha x0. Et y0, si je le projette sur x0, j'obtiens cette fois-ci cette longueur-là qui est grande et positive. Donc, ça va me faire du plus cosinus alpha y0. Ok. Donc, tout ça pour dire, d'où
on peut dire que le torseur cinématique de 0 par rapport à 1, c'est égal à, donc je vous rappelle que le vecteur résultant, il ne bouge pas, donc mon vecteur taux de rotation, et là je vais avoir du moins E R01 sinus alpha, E R01 cosinus alpha, 0. Donc ça, c'est au point B dans la base B0. Voilà, donc là maintenant j'ai écrit tous mes torseurs au point B. Donc maintenant que j'ai fait ça, il me reste à dire simplement, donc, pour trouver la relation, on va utiliser la relation sur les vecteurs vitesse en projection suivant x0. Donc on va dire que vecteur nul, ça va être égal à vitesse de B appartenant, je vais le reprendre dans le même ordre, j'avais fait quoi? 0, 1, 1, 2, 2, 0. 0 par rapport à 1, plus vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 2, plus vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0. Donc là, je l'ai écrit. Là, en fait, ce que j'ai écrit, c'est simplement la relation sur les moments. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est même qu'une composante. On va utiliser, en fait, cette relation que j'appelle étoile. Donc ça, c'est étoile. Et si je calcule étoile scalaire x0, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0. La vitesse de B appartenant à 0 par rapport à 1, la projection suivant x0, donc ça va être du moins E R01 sinus alpha. La vitesse de B appartenant à 1 par rapport à 2, donc projeté suivant x0, donc c'est le 0 qui est ici, donc plus 0, vous n'êtes pas obligé de le marquer. Et ensuite, la vitesse de B appartenant à 2 par rapport à 0, c'est mon U20, donc plus U20. Et donc là, on a fini, donc il ne nous reste plus qu'à remplacer R0 et U20 par leurs expressions, et on va trouver donc R01, je vous rappelle que c'était moins alpha, donc on va avoir du moins alpha point, pardon, E alpha point sinus alpha, et U20 c'était du X point plus X point. Et voilà, on a trouvé notre relation cinématique. Alors là, ça vous a peut-être paru un petit peu compliqué, notamment parce j'ai pas mal papoté de la réflexion sur le choix des points, et le choix des bases. Le but du jeu étant en fait d'avoir un calcul, au final, hyper simple à ce niveau-là. De façon générique, la première étape, c'est d'écrire quand même le torseur au point qui vous semble le plus naturel. Donc souvent, c'est, et je mets des gros guillemets, le centre de la liaison. Et après, vous déplacez donc tous vos torseurs au même point en essayant, si possible, de faire apparaître dans une seule équation les paramètres qui vous intéressent et que les paramètres qui vous intéressent. Voilà, et après, vous n'avez plus qu'à utiliser la projection en question. Donc là, on a utilisé l'équation de moment et la projection suivant x0 en fait de l'équation de moment. Donc là, on a fait la question 5. Question 6, vous pouvez vous amuser, alors c'est pas très compliqué, à retrouver ce résultat en faisant donc une fermeture géométrique linéaire, donc je vous laisse essayer de la faire, et en dérivant, donc une fois que vous avez trouvé la relation entre x et alpha, vous dérivez cette relation et normalement vous devriez retomber sur quelque chose qui est équivalent à ce qu'on a écrit ici. Voilà, donc on va s'arrêter ici pour les fermetures cinématiques, on en recroisera de temps en temps. Donc ce qu'il faut retenir en termes d'étapes, c'est faire le graphe de liaison, écrire que le torseur nul c'est égal au torseur cinématique d'une pièce par rapport à elle-même, et après donc décomposer le mouvement en passant par les différents points, par les différentes classes d'équivalence de votre chaîne fermée. Après vous exprimez les torseurs cinématiques de chacune des liaisons, donc ça il faut juste connaître son tableau. Si possible en choisissant des points pas trop idiots au début, mais déjà si vous l'écrivez à un endroit où c'est juste, c'est déjà très bien. Après, donc, vous transportez les torseurs au même point. Donc là, en l'occurrence, on l'a fait au point B. Et une fois qu'on a tous les torseurs au même point, on utilise une ou deux ou trois équations dans le pire des cas pour essayer de trouver la relation qui nous intéresse.
Voilà, donc on va s'arrêter là et je vous dis bon courage et à bientôt.